Des livres plein les oreilles. J'aurais pu dire en fait des livres de Noël plein les oreilles, puisque Noël est à nos portes. Salut, c'est Clotilde Say, ravie de vous accueillir cette semaine encore, alors que cette fête, oui, c'est là, c'est pas tout à fait là, mais c'est là. Il vous reste encore quelques jours, peut-être, ou quelques heures pour compléter vos cadeaux ou pour prendre le temps de savourer le temps des fêtes en écoutant un bon film de Noël, bon, un peu cucu parfois, mais on les aime bien comme ça. Ou alors, pourquoi pas, en écoutant un livre audio. Vous, tout seul ou en compagnie de vos enfants, ou, je sais pas moi, en prenant une marche, en faisant crisser vos pas dans la neige, en finissant le sapin, en cuisinant vos biscuits de Noël, que sais-je encore. Vous imaginez bien que je vais vous donner plein d'idées. On va commencer avec Cher Père Noël, où est mon banjo? Ça, c'est très canadien, puisque en fait, on doit à David Miles, qui est un musicien d'Halifax, ce livre, puisque c'est avant tout un livre, un album qui est adapté en images et avec là-dedans une chanson en anglais qui se dit en anglais Cher Père Noël, mais où est donc mon banjo? Et il a été traduit en français par nul autre que Marie-Jo Thériault, et ça a été cette année lu dans les studios de Radio-Canada. Alors voici pour vous un premier extrait de ces livres audio de Noël, Cher Père Noël, mais où est mon banjo? Santa never brings me a banjo, and I can never understand why. Every Christmas Eve I see it in my dreams, but every Christmas morning I cry, 'cause Santa never brings me a banjo, and I can never understand why. Every Christmas Eve I see it in my dreams, but every Christmas morning I cry. My brother got the tree that he asked me. My sister even got a violin. Oh, Père Noël, apporte-moi un banjo. S'il te plaît, ne m'oublie pas. La nuit de Noël, quand tu descends du ciel, t'oublies toujours de penser à moi. Oh, Père Noël, apporte-moi un banjo. Tu sais que je ne pense qu'à ça. Mon frère a eu son train qui fait chou-chou. Ma sœur a bien reçu son violon. N'as-tu pas tendu l'oreille? N'as-tu pas reçu mon mot qui disait « Tout ce que je veux, c'est un banjo » ? Moi, j'en pratiquerais tellement fort. Tout le monde entendrait ma musique. Le tambour de mon cœur remplirait l'atmosphère. Ma mère et mon père seraient si fiers. J'ai demandé à mes parents pourquoi tu me laisses si triste et seul. Je fais des bonnes notes à l'école. Je fais tout bien comme il faut pour mériter mon beau banjo. Peut-être que c'est trop compliqué pour les lutins dans l'atelier. Oh, Père Noël, apporte-moi un banjo. Tu sais que je ne pense qu'à ça. La nuit de Noël, quand tu descends du ciel, t'oublies toujours de penser à moi. Si tu ne me réponds pas, si tu m'oublies encore une fois, moi j'irai l'acheter sans toi. Santa never brings me a banjo, and I can never understand why. Every Christmas Eve I see it in my dreams, but every Christmas morning I cry.
Every Christmas Eve I see it in my dreams, but every Christmas morning I cry. Merry Christmas and happy holidays, everyone. La voix de David Miles, à qui on doit cette chanson, Cher Père Noël, Où est mon banjo? C'était lu dans sa version audio par Michel Doucet. Si vous voulez entendre tout le conte, ça dure quoi, 7-8 minutes je pense, rendez-vous sur livre audio sur le site de Radio-Canada. Est-ce que vous êtes du genre, vous, à pas réunir du monde pendant la famille? Parce que... il y en a qui s'entendent pas tellement bien, du moins alors à Noël. Et voici un Noël mi-figue, mi-praline, écrit par Karen Ponte. On est avec la famille Praline, qui est une famille unie, oh là 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 là, pleine d'amour. Oui, sauf que au Noël dernier, ça s'était très très mal passé, pour ne pas dire... ça a été catastrophique. Imaginez, les deux sœurs se sont carrément battues à l'aide de lait de poule. Hein, ça s'est pas vraiment, ça s'est pas bien passé. La mère n'en peut plus et inexorablement, Noël revient. Donc là, Barbara, qui est l'une des deux sœurs en question, qui arrive chez sa mère, elle a la surprise, de découvrir que eh bien, sa mother a disparu. Elle a levé les pattes parce que s'est dit non, moi je reste pas là cette année. Mais là, elle s'appelle Francine, la mère dans l'exemple qu'on va entendre. Francine est encore bel et bien là. Extrait du livre Un Noël mi-figue, mi-praline de Karen Ponte. Et si on passait au dessert ? Si Francine jetait un coup d'œil sur l'horloge, elle verrait qu'il n'est que 20h26. Mais elle a tellement honte qu'elle évite le cadran et ses aiguilles fatidiques. Sa famille, c'est tout ce qui compte pour elle. La voir ainsi s'écharper l'attriste. Mais elle ne s'avoue pas vaincue. Perdant n'est pas praline. C'est Noël, la magie va forcément opérer. Et demain, on rigolera de ce repas de fête tendu. C'est bientôt demain ? A-t-elle malgré tout envie de demander ? Telle une enfant de 6 ans qui trépigne d'impatience la veille d'aller à Disneyland. Parce que pour l'heure, on entend uniquement le bruit des petites cuillères qui raclent le fond des assiettes pour ne pas laisser ne serait-ce qu'une miette de cette délicieuse mousse au chocolat glacé. Au moins, le dessert aura plu. Il n'y a pas de petite victoire. « C'est toi qui as préparé cette mousse, Nathaline ?» demande Barbara. « Non, je l'ai achetée ce matin. Je me disais aussi. Elle est super bonne. Tes gâteaux sont toujours recouverts de crème au beurre ou fourrés à la crème au beurre ou faits de beurre et de crème. Là, c'est tout le contraire. C'est léger et aérien. Il faudra que tu demandes la recette au pâtissier. Entre confrères, on peut s'aider, j'imagine. Il n'est pas trop tard pour progresser, tu sais. »« Mais qu'est-ce que je vois là-bas près du sapin ? Ce ne serait pas des cadeaux ?» s'exclame Francine, coupant par la même occasion la parole à Nathaline, dont l'une des veines du cou est tellement gonflée qu'elle menace de rompre à tout instant. « Je crois que le Père Noël est passé !» Nina Lou et Brune lèvent les yeux au ciel, désespérées. Elles ont 14 ans, alors cette histoire du Père Noël avec ses rennes et son traîneau, c'est bon, ça n'est plus de leur âge. Pourvu que Mamie Chouquette, gagnée par l'euphorie, ne commence pas à puiser dans son stock mental de blagues carambars. Les cousines secouent la tête, pressées d'en finir. « Alors, ça gaze ?» Petit rire gêné de Brune, regard désespéré de Nina Lou. « Mais oui, ce sont des cadeaux !» enchaîne Nathaline pour couper court à cette séquence pour le moins malaisante. « On devrait aller les ouvrir, non ? Le Père Noël doit trépigner d'impatience. » Il est 21h22. La famille Praline s'apprête sans doute à concourir et à remporter le prix du plus court réveillon de Noël. Francine aime sa maison, dont elle a décoré chaque pièce avec beaucoup d'application. Mais celle qu'elle préfère, c'est le grand salon, où trône chaque année, dès le 5 décembre, un immense arbre de Noël garni avec minutie et goût. Elle n'est pas peu fière cette saison des gros nœuds rouges qu'elle a disséminés sur certaines branches. Ils donnent à l'ensemble un côté grandiose chic. Si le sapin est sans conteste le clou du spectacle, avec ses guirlandes lumineuses qui courent tout autour du plafond et ses suspensions accrochées un peu partout, le reste de la pièce n'est pas oublié. Francine continue même d'accrocher sur le devant de la cheminée les chaussettes brodées au nom de chaque membre de la famille, qu'elle viendra garnir de douceurs sucrées, confectionnées par ses soins, quand tout le monde dormira à point fermé.
Il n'y a rien qui résiste à une bouchée d'un de ces mini-cookies tout chocolat guimauve. Rien. Ils sont tous les 7 installés sur les canapés recouverts pour l'occasion de plaids de velours rouge et de coussins dorés. Les chutes de papier cadeau jonchent le sol autour d'eux. « Tu n'aurais pas dû, Barbara !» s'émeut Francine devant l'un des siens. Oh, « C'est un sac de luxe, non ? Jamais je n'oserais le porter. »« Mais si, maman, tu verras, on s'y fait vite. C'est comme une Rolex. » Mais si, maman, tu verras après ton sac Gucci. Mais oui, regarde, c'est comme une Rolex. Celle-là, je l'aime bien. Extrait de Un Noël mi-figue, mi-praline, lu par Karen Ponte et Camille Lamarche. 12 chiens pour Noël. Que serait un Noël sans des histoires de chiens, hein, franchement. En voici une histoire de chien. Malheureusement, dans l'exemple qui suit, on ne va pas en entendre beaucoup parler de ces chiens-là parce qu'apparemment, c'est le tout début du bouquin. Mais on va peut-être pas entendre parler de chiens, mais on va en entendre juste avant un extrait de ce 12 chiens pour Noël de Lizzie Shane, lu par Lydia Cherton. Astrid était habillée pour l'école. Lui, il allait devoir se dépêcher de trouver une chemise encore à peu près propre s'il voulait la déposer à l'heure. La machine à laver étant en panne depuis 2 semaines, le choix était réduit. Astrid glissa de son tabouret et mit son bol dans l'évier. Les brownies sont sympas aussi. Ben ouvrait déjà la bouche pour balayer son inquiétude, partiellement justifiée, mais son portable sonna coupant net son élan. Les mots « Boss Lady » apparurent sur l'écran. Sauvé par le gang. « Bonjour Delia. Je peux pas parler longtemps. Je dois accompagner Astrid à l'école. As-tu reçu mes emails ?» La voix de la mairesse résonna dans son oreille. Delia Winter ne connaissait qu'un volume, mégaphone, et un seul mode, impatience. Sa question expliquait les sonneries des dents de la mer. Elle avait dû envoyer un email toutes les 5 secondes. Elle ne pouvait jamais attendre de recevoir la réponse. Mais elle adorait la ville, et personne n'en avait fait plus qu'elle pour Pine Law. Delia poursuivit avant qu'il ait le temps de répondre. « Je pense que j'ai la solution pour le déficit du budget. »« Super. »« C'est le refuge pour chiens, » tonna-t-elle. Ben tressaillit, mais heureusement, Astrid ne semblait pas avoir entendu. Elle était en train d'empaqueter son déjeuner. Cela faisait des mois qu'elle le tannait pour avoir un chien, depuis son 10e anniversaire. Et il éludait à chaque fois. Ils en étaient au point où la seule mention du mot « C-H-I-E-N » déclenchait une dispute qui n'en finissait pas. « Delia, juste une seconde. » Il articula silencieusement « 5 minutes » à l'adresse d'Astrid et sortit en courant de la cuisine, se cognant l'orteil sur le rebord de la 2e marche qui était mal fixée, jurant intérieurement à ce rappel d'une autre réparation nécessaire dans cette vieille maison grinçante. Delia attendit la seconde réglementaire avant de poursuivre. « Le financement du refuge pour chiens a toujours fait partie du budget discrétionnaire du maire. Il suffit de le réattribuer. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt. »« Est-ce que cela va nuire au refuge ?» demanda-t-il doucement pour qu'Astrid n'entende pas. Il n'était jamais allé au refuge, mais avait la vague image d'un vieux couple sur un terrain en bordure de la ville. « Nous les financerons jusqu'à la fin de l'année pour leur donner le temps de placer les chiens. Rita et Al se font vieux et leur petite fille a dû venir les aider, mais je suis sûre qu'elle aimerait retrouver sa vie d'avant. Et à ce que l'on dit, Rita et Al souhaiteraient vivre au domaine. Or, jusqu'à présent, ils ne le pouvaient pas, à cause des chiens. Tout le monde y gagne. » Ben trouva à l'odeur une chemise mettable et l'enfila. Il devait y avoir un hic dans cette solution parfaite, mais il n'arrivait pas à deviner où. Nous devons trouver l'argent nécessaire pour réparer le toit de la salle des fêtes, et c'est ce qui impacterait le moins la ville dans son ensemble. On ne peut pas faire de coupe dans le budget de l'école ou celui des pompiers. Et la dernière fois, quand nous avons voulu réduire le budget pour l'éclairage du sapin de Noël, j'ai cru qu'on allait déclencher une émeute. C'est la meilleure solution. D'accord. Aujourd'hui, ces chaussettes ne seraient pas assorties, mais qui prête attention à ce genre de détails. Alors je compte sur ta voix. On peut voter le budget cet après-midi, informer le refuge et fermer pour les fêtes, si tu es pour.
Il ne savait pas dans quoi il s'engageait le jour où il avait accepté de remplacer son beau-frère au conseil municipal pour le restant de son mandat de 4 ans. Il avait juste pensé que les responsabilités de Paul et de Cathy étaient dorénavant les siennes, et que ce serait bon pour Astrid s'il les endossait. Mais 2 ans de discussion sur le budget et l'urbanisme lui avaient prouvé son erreur. « Fermé pour les fêtes » était la phrase la plus séduisante qu'il ait entendue depuis longtemps. D'accord. Il glissa les pieds dans ses chaussures et attrapa son ordinateur portable. Ça me paraît raisonnable. Il dévala l'escalier en évitant cette fois la marche mal fixée. « Delia, je dois y aller. »« À plus tard. Merci, Ben. » Astrid attendait au pied de l'escalier, emmitouflée dans son gros anorak, son sac sur le dos, ce qui le fit se sentir encore plus mal dans son rôle de figure parentale. « T'es prête ?» lui demanda-t-il, alors qu'elle l'était visiblement. Ouais, la chape sera fermée, comme on dit en bon français, mais ce refuge va leur occasionner bien des problèmes. Il va y avoir 12 chiens à caser pour Noël. Tiens, parlons de chiens, là je m'adresse aux plus jeunes. Connaissez-vous la série qui s'appelle Chien pourri ? C'est tellement drôle. C'est un chien, un vieux chien qui s'appelle Chien pourri, et un chat très laid qui s'appelle Chaplapla. Et ils vivent dans une poubelle. Et voilà que arrive Noël. Et cette année, les 2 amis, Chien pourri et Chaplapla, aimeraient bien aller passer le réveillon dans une maison. Mais qui voudrait d'un chien mité et d'un chat écrasé un soir de fête ? Chaplapla, quelle horreur. Peut-être la famille Noël, qui s'appelle Noël. Alors un jour, ils vont gratter à la porte et ils tombent à pic parce que Marie-Noël est ravie d'avoir enfin trouvé le pire cadeau à offrir à son frère, Jean-Noël. Au pied du sapin, qui sait qu'elle va mettre ? Elle va mettre Chien pourri et Chaplapla. C'est drôle, c'est drôle. Dans une maison de maître. Suis-moi si tu veux. Chien pourri traîne la patte dans le caniveau. Il pense que tant qu'il sentira la sardine, personne ne voudra l'inviter. Mais Chaplapla le rassure. Tu feras ton regard de chien pourri un soir de Noël. Ça devrait marcher. Mais le soir du 24 décembre, trouver une maison accueillante pour 2 pauvres bêtes revient à chercher un diamant dans une poubelle. Pourtant, un écriteau donne un peu d'espoir à Chien pourri. Famille Noël, chez nous, c'est tous les jours Noël. Chien pourri prend son courage à 2 pattes et gratte à la porte. Une petite fille répond. Mon papa n'est pas là et ma maman est partie. Mais Chaplapla insiste. N'aie pas peur, petite fille, nous ne sommes pas des bêtes. Seulement un chien pourri et un chat aplati. Où sont vos maîtres ? Nous n'en avons pas. Entrez, chez les Noëls, c'est tous les jours Noël. Youpi ! Hurrah ! Mais à peine ont-ils franchi la porte que la petite fille s'écrie. Oh, mais vous êtes immonde ! Remarquez, vous tombez bien, je n'avais pas de cadeau pour mon petit frère. Chien pourri n'en croit pas ses puces. Il va devenir le cadeau d'un enfant. Même dans ses rêves les plus fous, il ne pouvait s'imaginer pareille chance. Il me lancera des babales rebondissantes et je regarderai la télé en mangeant des mini-saucisses. C'est sûr, une gentille fée m'a transformé en labrador. Bon allez, suivez-moi. Chaplapla, en chat échaudé, ne partage pas son enthousiasme. Elle va m'offrir en frisbee ou en dessous de plat à son petit frère. Prétentieux, va. Dans sa chambre, la petite fille prépare ses cadeaux tombés du ciel. Ça vous dérange pas que je vous emballe dans des sacs poubelles ? Je ne veux pas gâcher mon papier fantaisie. Non, on a l'habitude. Au fait, je m'appelle Marie-Noël et mon frère Jean-Noël. Vous êtes de la famille de Chien Noël ? Ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi. Toi, le chat, si jamais mon frère te demande, tu n'auras qu'à lui dire que tu es un hamster. Il adore ces petits rongeurs. Bon voilà, vous êtes prêts. Je vais vous poser avec les autres cadeaux. Ne bougez plus. Chien pourri et Chaplapla sont déposés au pied du sapin. Chien pourri, enfermé dans son sac poubelle, ne peut s'empêcher de pleurer en pensant à tous les Noëls qu'il a passés dans sa benne à ordures. Tu te rends compte, Chaplapla ? Un enfant va me recevoir en cadeau ? Ne t'emballe pas, chien pourri. Mais je suis déjà emballé. La maman, Noël, et le papa,
Pierre Noël, invite les enfants à ouvrir leurs paquets. Marie-Noël, Jean-Noël, c'est l'heure. Mais Jean-Noël n'est pas encore rentré. Mais que fait mon fils? Excusez-moi, j'avais une dernière course à faire. C'est irrésistible. Allez, pour les encore plus petits, un petit extrait de Gabriel le lutin de Noël. C'est de la série Les drôles de petites bêtes. C'est lu par Charline Paul. Comme tous les enfants lutins, Gabriel rêve de suivre le Père Noël dans sa tournée la veille du grand jour de l'année. Mais le vieil homme s'y est toujours opposé, en disant qu'il ne voulait pas faire de jaloux ou qu'il avait trop de jouets à emporter. Pourquoi faut-il attendre d'avoir une barbe blanche pour distribuer les jouets ? Se demande le petit lutin en plissant ses yeux malins. Bon, d'accord, je ne suis pas bien haut, mais moi aussi j'ai un traîneau. Alors, pourquoi tarder ? Quand on a un rêve, il faut le réaliser. Autrement, on sait ce qui arrive. On en parle pendant des mois, on en parle pendant des années, et puis un beau jour, on n'en parle plus. Si tu es pressé d'aller quelque part, lui souffle son ami le lièvre des neiges, n'oublie pas que je cours plus vite que les reines du Père Noël. Décidé enfin à faire le grand voyage, le lutin prépare son attelage. Avec son harnais rouge parsemé de clochettes, le lièvre des neiges a fière allure. C'est mignon quand même. Allez, pour les adultes à nouveau, et on revient au Québec avec Meurtre sous le gui numéro 2, parce que oui, il y a eu un numéro 1, j'en avais d'ailleurs parlé au Noël l'année dernière, et suite au succès de ce numéro 1, eh bien, on a décidé de créer le numéro 2. On suit une jeune femme qui est interprétée par Léane Labrèche d'Or, dans un petit village québécois, typiquement québécois, qui s'appelle Val-Daniel. Mais cette jeune Léane Labrèche d'Or, en dehors de sa petite boutique de souvenirs et de plein de choses, dont de produits de Noël, eh bien, son truc, c'est d'être inspectrice. Et elle aime ça découvrir, elle aime ça quand il y a des meurtres et des choses comme ça. Alors, on n'écoutera pas Meurtre sous le gui numéro 2 parce que j'ai trouvé le petit extrait complètement wash et insipide. Mais j'aime beaucoup, par exemple, l'extrait de Meurtre sous le gui numéro 1 avec les voix donc de Léane Labrèche d'Or, mais également qui a là-dedans Frédéric Pierre et puis voilà. On écoute parce que c'est vraiment sympathique. Ça nous met très très bien dans l'ambiance de Noël. Voilà, tout est beau. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est bon. Dernier client de la journée. Es-tu prêt? 1 minute, Violette. Je dois juste finir de trier ces reçus et... J'espère que c'est une panne de courant et pas toi qui éteins les lumières dans ma boutique. Les reçus peuvent attendre, Émilie. Mais la soirée annuelle de patinage des fêtes n'attend personne. Bon, ok. Laisse-moi juste aller chercher mes patins et mes mitaines. Je les ai. Puis j'ai vidé ta poubelle, tes minous y ont mangé. Allez, on y va. Y a rien au monde de plus déterminé qu'une adolescente qui s'est donné une mission à accomplir. Et apparemment, m'amener à la soirée Patin libre en fête de Val-Daniel est la mission de ma jeune employée. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je sens que je vais pas tarder à le découvrir. Je peux t'aider à te relever? Je sais patiner, j'ai juste besoin d'un peu de pratique. Je sais comment. Hop là! Je vais juste te tenir le bras une petite minute, juste au cas. Juste au cas, ouais. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme ce soir, Joanie Rochette? À 20h, tu dois aller au casse-croûte parce que les bains chauds vont être prêts. Appétissant. Et à 20h30, le DJ commence toujours la séance de patinamour. C'est quoi? Papa! Je savais pas que Sam allait être là. Salut! Salut, Émilie.
C'est une belle surprise, je savais pas que vous seriez là. Émilie veut savoir c'est quoi le patinamour. Le patinamour, eh bien, c'est quand... Ah, ben mes amis sont là. J'y vais. Tiens, prends le bras d'Émilie. Le mystère de la mission de Violette est résolu. Ça ressemble à un coup monté, ça sent le coup monté, puis ça patine comme un coup monté. Merci pour le bras, Sam. Tu me croiras peut-être pas, mais je sais patiner. Je suis juste un peu rouillée. Voulais-tu vraiment savoir c'est quoi le patinamour? Ah, je voulais juste être aimable. Ah, je peux pas en dire autant de Violette. Elle est tellement gentille d'habitude. Pas si t'essaies de la dépasser dans la file d'attente pour les bains chauds. J'en prends note. C'est quand même une belle soirée pour patiner. C'est une tradition. L'Association des anciens élèves du séminaire aurait aménagé cette patinoire naturelle dans les années 40. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. La ville au grand complet doit être là. Et pourtant, c'est toujours aussi paisible ici, au bord du lac. Il y a un corps. Il est pris dans la glace. Attention, OK. Allez, on recule, tout le monde. Je m'en occupe. Je suis Sam discrètement. Il faut que je le voie de mes propres yeux. Le corps d'un homme figé dans la glace. Une scène horrible dont les détails sont brouillés par la surface épaisse de ce tombeau artificiel. Mais je peux quand même distinguer ses yeux. Il fixe les étoiles. Il me fixe. Oh, le pauvre. Émilie, peux-tu me rendre service et raccompagner Violette à la maison? Bien sûr. Merci. Je vais en avoir pour un petit moment. La police installe un cordon de sécurité autour de l'étang et la soirée de patinage tombe à l'eau. Les efforts de Violette dans le rôle de Cupidon sont complètement anéantis. Je retourne à mon appartement qui est juste au-dessus de ma boutique de Noël, sous le gui. C'est bien pensé, non? Puis, je finis la soirée sous la couette, avec un verre de chardonnay, mes 2 beaux chats trop gâtés et le dernier roman policier de Patrick Sénécal. Je me lève aux aurores. Ça semble admirable, mais il fait nuit jusqu'à 8 heures du matin en ce moment. J'avale un bagel grillé et un café avant de me rendre à la boutique pour tout remettre en ordre avant l'ouverture. Si tu peux me fournir 3 boîtes supplémentaires de lumière scintillante avant Noël, je vais pouvoir les écouler. Tout le monde les adore dans cette ville. D'accord. Merci, Denis. Violette? T'es pas censée travailler aujourd'hui? Non, mais il reste juste une semaine avant Noël. T'as besoin de moi, je le sais. C'est vrai. Et je vous rappelle, si des fois vous avez manqué ce que je disais au tout début, qu'il y a maintenant une suite à ce Meurtre sous le gui numéro 1 dont on vient écouter d'un extrait. Il existe maintenant Meurtre sous le gui numéro 2 où avec Léane Labrèche d'Or et Frédéric Pierre, on entend notamment les voix de Raymond Cloutier et Ève Lemieux. Je vous retrouve dans quelques secondes avec l'ami Gérald Cousineau, emballé par un livre qui n'a rien à voir avec Noël. À l'émission des livres plein les oreilles, le cadeau de Noël de Gérald Cousineau et le livre de Sandrine Colette, un livre déjà évoqué à cette émission qui s'appelle Madeleine avant l'aube et dont il va nous parler dans quelques secondes. Et puis, pour bien faire les choses, on va finir l'émission avec des nouveautés sur le thème de, mais non pas de Pâques, de Noël bien sûr. Est-ce que le sieur Cousineau se porte bien? Il se porte mieux. Bon. Mais non, c'est bien ça. Ça vous donne une belle voix, presque de Père Noël. Hein, si je pourrais vous mettre vous installer avec une barbe sur le coin d'une rue. C'est de circonstance. C'est de circonstance. C'est absolument... c'est exactement ça, mon ami. Alors, le livre dont vous avez choisi de nous parler n'est pas proprement un livre de Noël, mais je sais que vous aimez beaucoup Sandrine Colette. Hein, alors, c'est quelqu'un que vous pourriez offrir en cadeau, finalement. Oui, j'ai beaucoup pensé à ça. Vous me parliez d'un cadeau de Noël. Je persiste et signe. Pour moi, ça serait un cadeau de Noël, si bien sûr on est prêt à faire un certain effort. Parce que, d'abord, vous savez, j'aime beaucoup Sandrine Colette. J'ai quasiment écouté tout ce qu'elle a écrit. Et j'ai un faible pour, je pense que c'était son premier roman, Des nœuds d'acier. Oh, que j'ai aimé ce livre. Terrifiant, quand même. Terrifiant. Et j'ai beaucoup aimé aussi son avant-dernier, On était des loups. Oui.
Ça, je Alors me là, on est souviens. rendu à, bien sûr, Madeleine avant l'aube, donc paru en 2024, et pour lequel elle a eu quand même le prix Goncourt des lycéens. C'est quelque chose, ça. Oui. Je pense qu'en France, c'est le deuxième prix le plus rentable. Ah oui? Financièrement, là. Ah oui, avant Renaudot, tout ça. Ben, il semble que oui. Il semble que le prix vert du concours soit bien rentable pour l'écrivain ou l'écrivaine qui le remporte. Donc, elle a gagné ça, cette dame. On est bien content. Oui, on est bien content pour elle. Donc, Madeleine avant l'aube, eh bien, on ne sait pas trop où on est, c'est en France, peut-être dans le Morvan. Vous savez où est le Morvan? Oui, écoutez, ça fait 2 fois que vous me posez la question parce que je me souviens plus quel autre livre on avait eu dans le Morvan et j'avais eu le même doute. Mais bon, c'est pas dans le Nord, ça c'est clair. Okay. Mais voilà. Mais à aucun moment on ne sait où ça se passe. Mais je vous pose la question parce que apparemment que l'autrice, l'écrivaine, vit dans le Morvan depuis une dizaine d'années. Donc, elle a peut-être situé l'action de son roman dans son coin. Donc, Madeleine avant l'aube, nous sommes dans un petit hameau, tout petit, un hameau vraiment reculé. Il n'y a que 3 familles qui habitent ce petit hameau. Le hameau des Montées au féminin pluriel. Donc, il n'y a que 3 familles qui vivent là. Et on suppose que c'est avant la Révolution française. Donc, on remonte loin en arrière, là. Parce que ça fait dur. Ah oui, ça fait dur dans le sens qu'ils sont d'une pauvreté incroyable. Ils sont exploités par la caste des seigneurs, des propriétaires. Ils labourent une terre, mais une terre vraiment, vraiment avare. Et il y a des passages sur le froid, sur la faim, incroyables. Et comme elle écrit très bien, cette dame, eh bien, vraiment, on est là, on a faim, on a froid là, pour les personnages. Donc, ça, c'est décrit avec une rigueur implacable. Donc, ils sont là, ils essaient de vivre malgré tout, même si cette terre est avare, je l'ai dit. Et un jour, dans la grange, une vieille dame qui s'appelle Rose. Et Rose vit dans ce petit hameau avec les sœurs... tenez-vous bien, les prénoms sont assez curieux, Ambre et Élise. Et ces 2 sœurs jumelles sont mariées. Ambre est mariée à Léon et Élise est mariée à Eugène. Eh bien, Rose, un jour, je pense qu'elle allait au poulailler dans la grange, et qu'est-ce qu'elle trouve? Une petite fille affamée, mais vraiment, elle est en train de manger des œufs, là. Donc, affamée, et on la recueille, bien sûr. C'est Ambre qui va l'adopter, et Ambre va appeler cette petite fille-là Madeleine. Madeleine, L-A-I-N-E, la fin du nom. Donc, elle va la recueillir, ils vont l'héberger, mais cette petite fille-là, c'est une fille qui a une énergie incroyable et elle va comme bousculer ce petit hameau. Parce que jusque-là, on vivait vraiment dans la résignation, on était soumis aux maîtres, tout ça. On n'osait pas, bien sûr, parler contre les maîtres, les seigneurs, mais cette petite fille-là va bouleverser tout ça. Elle a une puissance, et bien sûr, ça fait plaisir à quelques personnes du hameau, mais on sent en elle une force incroyable. Et un jour, cette petite fille va tuer un chevreuil. Chose impensable, parce que bien sûr, il est absolument interdit de chasser. Ce sont les maîtres qui peuvent chasser, et non pas les paysans eux-mêmes. Donc, elle va tuer un chevreuil. Eugène va ramener la carcasse à la maison. Et Eugène ne le dira pas, mais il est admiratif devant le geste de Madeleine, parce qu'elle a osé. Elle a osé bousculer l'ordre ancien. Elle a osé tuer un chevreuil qui, normalement, elle n'aurait pas dû tuer. Donc là, il y a vraiment une admiration d'Eugène envers cette petite fille-là. Et ça va aller comme ça, toujours un peu plus. Elle va résister, elle, à cet asservissement, j'allais dire millénaire, mais asservissement qui dure depuis des lunes. Ils sont vraiment soumis au maître. Ils n'ont pas le droit quasiment de rien faire. Et là, elle dit non. Sans trop parler, elle va dire non. Donc, après l'essai du chevreuil, un jour, elle va arriver et elle va tuer, littéralement, je ne vous dirai pas comment, mais c'est une scène hallucinante. Elle va tuer le fils du maître, le fils du seigneur, avec sa hache. Mais il y a une scène, c'est décrit d'une façon incroyable. Ouf, on frissonne. Ah, donc, oui, hein? là, évidemment, là, je résume à gros traits. Évidemment, ça, c'est le geste qu'elle n'aurait pas dû commettre. Elle va être chassée du hameau. Et là, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. On devine qu'elle va travailler à une autre ferme. Bon, je résume bien vite. Oui. Mais ce qui est étonnant là-dedans, c'est qu'elle a vraiment instillé chez ces gens-là l'instinct de révolte. Parce qu'elle est là comme innée en elle. C'est ça vraiment, à mon avis, l'important dans ce livre. Il va vraiment instiller aux gens l'instinct de révolte.
elle-même, en tout cas, va passer à l'acte, mais qu'est-ce qui arrivera aux autres, on ne sait pas trop, mais quand même. Et je dirais que ce livre-là, bien sûr, ça paraît très sombre. C'est une chronique paysanne extrêmement sombre, c'est vrai, mais l'arrivée, justement, de Madeleine va faire qu'il y aura un peu de soleil, un peu d'espoir dans tout ça. Un trou dans les nuages. C'est ça, un trou dans les nuages, comme on dit. Oui, il va bousculer tout ça. Et c'est ça qui fait que le roman, finalement, n'est pas aussi noir. N'est pas aussi noir qu'il pourrait l'être. Alors, c'est un livre qui est étonnant de la part de Sandrine Collet, qui nous habitue d'abord à des romans policiers. Et là, elle opte pour un roman paysan qui se situe très loin dans le temps. On ne sait pas trop où on est, mais imaginez que les gens labourent avec un bœuf. On est loin, là. Ah oui, ils labourent avec un bœuf. Effectivement. Et leur plaisir, c'est, par exemple, il y a des très belles scènes, je pense, et c'est joliment décrit, quand les villageois font la queue pour le four communal. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la farine. Ils ont réussi à avoir de la farine pour faire cuire le pain. Ben juste ça, c'est à nouveau des pages superbes. Les enfants sont là, ils attendent leur petit pain. C'est magnifiquement décrit, ça. Donc, il y a des petits passages comme ça qui sont vraiment des passages ensoleillés magnifique. Dans toute cette grisaille. Alors, elle écrit bien, cette dame. Moi, je l'ai souvent dit, elle écrit bien, cette dame, Colette. Bon, alors, j'ai plusieurs commentaires. D'abord, on va maintenant écouter un extrait, mon ami, et c'est un extrait qui se situe très au début, j'imagine, alors que la petite est encore cachée et qu'on ne sait pas encore. Il y a quelque chose qui fait du bruit quelque part. Voilà. Mais je pense que ça nous situe bien ce décor un peu sombre et cette façon de vivre misérable qui est celle de Rose et de ses jumelles. Et puis, alors, le Morvan, c'est une espèce de petite enclave. En fait, enclave est pas vraiment le nom parce que c'est comme c'est un tout petit état dans l'État français qui se situe en Bourgogne-Franche-Comté et qui est en fait une belle grosse colline qui monte jusqu'à à peu près 900 mètres de hauteur. Alors voilà, c'est le Morvan. Donc quand j'ai dit que c'était de toute façon pas dans le nord, j'avais tout faux. C'est presque nord-centre-est. Je ne sais pas si vous pouvez situer ça, mais bon, la Bourgogne, évidemment, le pinard, la moutarde, Dijon, tout ça, un tout petit peu plus à l'est encore, juste avant la Franche-Comté, le fromage et voilà. Et, on a vraiment l'impression, et le Jura pas loin. Qu'on est loin de tout dans ce petit monde. On dirait qu'on est vraiment en dehors du monde, carrément. Oui. C'est faux parce qu'on a toujours l'impression en France qu'on est tous les uns sur les autres. Eh ben non. Allez, on écoute un extrait de Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Nous, là-dedans, au bout des terres les plus lointaines, nous sommes immuables, telles les forêts anciennes qui nous entourent. Nous pourrions être les personnages des histoires que les conteurs colportent depuis toujours. À une différence près, ici, les histoires ne finissent pas bien. Les rois ne sont jamais venus enlever une de nos bergères, ou alors pour la violer, pas pour en faire une reine. Enfin voilà, nous y sommes, et il y a cette chose dans l'air qui nous agace chaque soir, et dont nous ne savons pas ce que c'est. Alors nous surveillons. J'ai une meilleure ouïe que Rose. Rose, elle, a de l'âge. Cela fait trop longtemps que les chiens aboient au moment où la nuit tombe, et Rose pense que ça vient de là-haut. On ne peut pas laisser les choses arriver sans être certain de ce que c'est, et s'il y a une menace. La seule sensation que j'ai pour l'instant est contradictoire. Ce n'est pas dangereux, mais il y a du danger. C'est inoffensif, sans quoi les aboiements des chiens seraient pleins de rage et d'alarme. Si on s'en tenait à cela, ce serait par paresse, et nous ne sommes pas paresseux. Je l'ai dit, nous sommes vigilants. Alors là-haut, il y a quelque chose, et je vais le trouver. Ça veut tout dire quand même. Il y a un côté fantastique à écouter cet extrait. Et ça me fait penser aussi que certains ont rapproché ce roman de Colette au premier roman de Giono, Jean Giono. Je pense à Colline, paru en 1929. Mon Dieu, oui. Il y a un côté âpre là-dedans. D'ailleurs, je pense que Sandrine Colette aime beaucoup Giono.
Voyez-vous, on a toutes et tous des références et c'est très bien comme ça. L'importance des forêts, on en parle dans l'extrait. Et c'est vrai que cette petite fille-là, on dit qu'elle est affamée, c'est vrai, mais qu'elle sort littéralement de la forêt. On n'en saura pas plus sur elle, d'où elle vient exactement, on ne sait pas. Donc, il reste un mystère qui l'auréole. Alors, le mystère, par contre, de la voix qui lisait ce livre, en fait, c'est pas un mystère, c'est la voix de Clément Bresson. Et mon ami, ce sera notre dernière pour cette année 2024. On va se retrouver au mois de janvier prochain pour de nouvelles aventures. Alors, je vous souhaite de joyeuses fêtes, Gérald. Joyeuses fêtes, Clotilde. Joyeuses fêtes, Mathieu. Oui, le fidèle. Allez, salut, Gérald. Merci beaucoup. Nouveauté, on retourne dans le domaine de Noël avec les contes de Noël, en tout cas un conte de Noël de Charles Dickens. Le Scrooge, c'est sûrement un des plus connus. Le titre exact d'ailleurs de Dickens, c'était Le drôle de Noël de Scrooge. Le soir de Noël, on sait que le bonhomme, c'est un vieil bonhomme égoïste, solitaire, qui choisit de passer la soirée seul. Je veux être seul. Mais il ne sera pas complètement seul, le bonhomme, parce qu'il va y avoir des fantômes de Noël qui lui apparaissent et qui l'entraînent tour à tour dans son passé, dans son présent et dans son futur, afin de lui montrer ce que sera son avenir s'il persiste, l'imbécile niaiseux, à ignorer que le bonheur existe, même dans le quotidien le plus ordinaire. J'ai, évidemment, parce que ça a été enregistré, notamment là par Mathieu Barabès, j'ai pour vous un extrait de ce conte de Noël. C'est le Scrooge, mais nous on dit, il rajoute un N, je pense, en français, le Scrooge, non? Ou le Scrooge. C'est moi qui ai peut-être rajouté un N bêtement. En tout cas, peu importe, on en écoute un extrait. Pourquoi devrais-je-t'en me réjouir? Oui, pourquoi peut-on me le dire? Dites-moi, Un jour, le meilleur de tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis, fort occupé, dans son comptoir. Il faisait un froid vif et perçant. Le temps était brumeux. Scrooge pouvait entendre les gens aller et venir dehors, dans la ruelle, soufflant dans leurs doigts, respirant avec bruit, se frappant la poitrine avec les mains et tapant des pieds sur le trottoir pour les réchauffer. 3 heures seulement venaient de sonner aux horloges de la cité. Et cependant, il était déjà presque nuit. Il n'avait pas fait clair de tout le jour, et les lumières qui paraissaient derrière les fenêtres des comptoirs voisins ressemblaient à des taches de graisse rougeâtre qui s'étalaient sur le fond noirâtre d'un air épais et en quelque sorte palpable. Le brouillard pénétrait dans l'intérieur des maisons par toutes les fentes et les trous de serrure. Au dehors, il était si dense que, quoique la rue fût des plus étroites, les maisons d'en face ne paraissaient plus que comme des fantômes. À voir les nuages sombres s'abaisser de plus en plus et répandre sur tous les objets une obscurité profonde, on aurait pu croire que la nature était venue s'établir tout près de là, pour y exploiter une brasserie montée sur une vaste échelle. La porte du comptoir de Scrooge demeurait ouverte, afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui se tenait un peu plus loin, dans une petite cellule triste, sorte de citerne sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un très petit feu, mais celui du commis était beaucoup plus petit encore. On aurait dit qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Il ne pouvait l'augmenter, car Scrooge gardait la botte à charbon dans sa chambre, et toutes les fois que le malheureux entrait avec la pelle, son patron ne manquait pas de lui déclarer qu'il serait forcé de le quitter. Et c'est pourquoi le commis mettait son cache-nez blanc
et essayait de se réchauffer à la chandelle. Mais, comme ce n'était pas un homme de grande imaginative, ses efforts demeurèrent superflus. « Je vous souhaite un gai Noël, mon oncle, et que Dieu vous garde !» cria une voix joyeuse. C'était la voix du neveu de Scrooge, qui était venu le surprendre si vivement que l'autre n'avait pas eu le temps de le voir. « Bah, dit Scrooge, sottise !» Il s'était tellement échauffé dans sa marche raide par ce temps de brouillard et de gelée, le neveu de Scrooge, qu'il en était tout en feu. Son visage était rouge comme une cerise, ses yeux étincelaient, et la vapeur de son haleine était encore toute fumante. « Noël, une sottise, mon oncle ?» dit le neveu de Scrooge. « Ce n'est pas là ce que vous voulez dire, sans doute. »« Si fait, » répondit Scrooge. « Un gai Noël. Quel droit avez-vous d'être gai ? Quelle raison auriez-vous de vous livrer à des gaietés ruineuses ? Vous êtes déjà bien assez pauvre. »« Allons, allons, » reprit gaiement le neveu. « Quel droit avez-vous d'être triste ? Quelle raison avez-vous de vous livrer à vos chiffres moroses ? Vous êtes déjà bien assez riche. »« Bah, » dit encore Scrooge, qui, pour le moment, n'avait pas une meilleure réponse prête, et son « bah » fut suivi de l'autre mot, sottise. « Ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle, » riposta le neveu. « Et comment ne pas l'être, » repartit l'oncle, « lorsqu'on vit dans un monde de fous tel que celui-ci. Un gai Noël, au diable vos gais Noël. Qu'est-ce que Noël, si ce n'est une époque où il vous faut payer l'échéance de vos billets, souvent sans avoir d'argent. Un jour où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure. Un jour où, la balance de vos livres établie, vous reconnaissez, après 12 mois écoulés, que chacun des articles qui s'y trouvent mentionnés vous a laissé sans le moindre profit. Si je pouvais en faire à ma tête, continua Scrooge d'un air indigné, tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. C'est comme ça. Alors, le Scrooge que j'avais rebaptisé avec un N, le N de Noël, qui était en trop. Noël, avalanche et hésitation, la comédie romantique drôle et pimentée de cet hiver qui nous arrive en livre audio, avec ses références à Rambo et à Predator, avec une avalanche qui va vraiment vous faire très peur, un secouriste qui se prend pour un ninja, des cadres faits main avec des bouts de bois et des trombones, des conversations intimes à la lueur des bougies. Attention, avertissement, bien que cette histoire soit une romance de Noël, certains événements survenant sous un plaid sont réservés à un public averti. Comment ne pas être au comble du bonheur ? J'adore Noël, ce moment est si joyeux. Quel privilège de voir ces flocons de neige, tout le monde se mêle au cortège, du plus jeune au plus vieux. Ça merveilleux. J'aime tout à Noël. L'odeur des gâteaux qui sortent du four, l'étoile en haut du sapin chez mes parents, le plaid rouge très doux dans lequel on s'enroule avec Émilie, ma sœur, ou encore le chocolat chaud dont on s'abreuve jusqu'à en avoir mal au cœur. C'est une véritable institution au sein de laquelle chacun des membres de la famille Rivière a un rôle très précis à jouer. Mon père va couper du bois et alimente la cheminée. Ma mère prépare un nombre astronomique de biscuits qu'on mangera jusqu'à la mi-janvier. Quant à ma sœur et moi, on pousse des soupirs d'extase en visionnant des films de Noël. C'est très bien pensé. Je sais, le partage des tâches est inégal, et on ne parle même pas de la charge mentale. Mais ça a toujours été comme ça. Et à respectivement 25 et 26 ans, ma mère est une guerrière, ma sœur et moi redevenons des enfants à la fin du mois de décembre. Je suis donc prête pour cette soirée de bonheur, infiniment prête. Pour tout dire, je me retiens difficilement de sautiller sur place. L'année dernière, des clients m'ont dit que je ressemblais à une drôle de sauterelle, ça m'a un peu vexée.
Malgré les commentaires désagréables de certains, à Avoriaz, Noël n'est pas seulement une fête de fin d'année, c'est une tradition très importante autour de laquelle nous nous réunissons avec ferveur. Ça doit être l'esprit de la montagne. Dès qu'il est à peu près temps de diffuser All I Want for Christmas is You, on se précipite. Le coup d'envoi est donné par la première chute de neige, mais vu l'altitude de la station, les plus enthousiastes décorent leur maison dès le 3 octobre. Chacun se rue dans son grenier pour récupérer le carton plein de guirlandes électriques, de chandelles et de laine à tricoter qu'il avait fini par ranger à la fin du mois de janvier. On balance des bûches dans nos cheminées, comme les conducteurs de train du 19e siècle jetaient du charbon dans leurs locomotives. On accumule des réserves de chocolat en poudre pour le marathon à venir, et on fait de grandes balades en forêt pour repérer le sapin qui trônera dans notre salon. Je fais bien sûr partie des super enthousiastes. Ce qui signifie qu'à partir du 20 février à peu près, je commence à préparer le réveillon suivant. Je stocke de la laine pour tricoter des écharpes, je collecte des babioles pour créer des calendriers de l'Avent personnalisés. Mais oui, je le disais, on est à quelques jours de Noël, ça prend bien ça. Extrait de Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia, c'était lu par Lisa Millet. Et puis un petit dernier pour la route, mais alors quel dernier ? Le Noël d'Hercule Poirot. Voilà, ça vient d'être enregistré dans les studios de chez Audiolib. Et ça nous raconte l'histoire du vieux Siméon Lee qui a décidé de réunir tous ses enfants pour les fêtes de fin d'année. Oui, mais voilà, le 24 décembre, on le trouve sauvagement assassiné dans sa chambre. Évidemment, tout le monde détestait ce vieillard cynique. Notamment ce mystérieux monsieur Farr qui vient d'où ? D'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? La jeune Pilar, la petite fille espagnole aussi, qui avait déclaré froidement que si elle avait un ennemi, elle n'hésiterait pas à lui trancher la gorge. Bref, ça prend qui ? Ça prend Hercule Poirot pour dénouer toute cette affaire-là. Extrait. Vous pensez donc que Noël n'est pas une bonne saison pour le crime ? En effet. Et pourquoi donc ? Pourquoi ? Johnson eut l'air un peu déconcerté. Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est la saison des réjouissances, de tout ça, quoi. Ces Anglais, murmura Poirot, quel peuple sentimental. Et après, s'insurgea Johnson, pourquoi n'aimerions-nous pas les vieilles traditions et les fêtes qui vont avec ? Quel mal y a-t-il à cela ? Aucun. C'est on ne peut plus charmant. Mais tenons-nous-en aux faits. Vous dites que Noël est la saison des réjouissances, ce qui signifie, si je ne m'abuse, que l'on mange et que l'on boit beaucoup. Autant dire, en fait, qu'on se goinfre. Et quand on se goinfre, on attrape des indigestions. Or, les indigestions rendent irritables. On ne tue pas par irritation, objecta le colonel Johnson. Je n'en suis pas si sûr. Prenez un autre aspect de la question. Il règne à Noël un esprit d'amour universel. C'est la tradition, comme vous dites si bien. On oublie les vieilles querelles. Ceux qui s'étaient disputés consentent à se réconcilier, même si ça ne doit durer qu'un temps. Johnson approuva. On enterre la hache de guerre, exactement. Et les familles ? Prenez les familles qui ont été séparées toute l'année, poursuivit Poirot. Elles se rassemblent une fois de plus. Eh bien, mon ami, quand toutes ces conditions sont réunies, il vous faut admettre qu'il doit en résulter une très grande tension. Des gens qui n'ont pas envie d'être aimables font un gros effort sur eux-mêmes pour avoir l'air aimables. Il y a énormément d'hypocrisie à Noël. Hypocrisie honorable, hypocrisie pour le bon motif, c'est entendu, mais hypocrisie tout de même. J'avoue que j'ai du mal à voir les choses sous cet angle, regimba le colonel Johnson. Poirot lui adressa un grand sourire et reprit. Évidemment, c'est moi qui l'ai décrit en ces termes, pas vous. Je vous fais remarquer que, dans ces conditions de tension et de malaise physique, il y a de fortes chances pour que des antipathies légères et des désaccords sans importance prennent soudain un tour plus sérieux. Quand on se force à paraître plus aimable, plus généreux, plus magnanime qu'on ne l'est en fait, on finit généralement par se montrer plus désagréable, plus mesquin et plus odieux que nature. Si vous réprimez un comportement naturel, mon bon ami,
Le barrage cède tôt ou tard et le cataclysme se produit. Le colonel Johnson le contempla d'un air sceptique. « Je ne sais jamais quand vous êtes sérieux et quand vous vous moquez de moi, » grommela-t-il. Poirot le rassura. « Je ne parle pas sérieusement, pas le moins du monde. Mais quand même, il y a du vrai dans ce que je dis. Des conditions artificielles déclenchent des réactions naturelles. » Le domestique du colonel Johnson pénétra dans la pièce. « Le commissaire Sugden au téléphone, monsieur ?»« Fort bien, j'y vais. » Avec un murmure d'excuses, le colonel quitta la pièce. Il revint quelques minutes plus tard, le visage grave et troublé. « Mille tonnerres, dit-il. Un meurtre et la nuit de Noël par-dessus le marché. » Eh ben oui, je vous avais vendu la mèche, hein. C'était bel et bien le meurtre de cette vieille canaille de Siméon Lee. Alors qui a bien pu le trucider parmi sa mère, ses enfants, ses petits-enfants, enfin bon. Heureusement que Poirot est là, toujours fringant dans son costume gris. Et heureusement que j'ai assez de temps pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, mes amis. Un très beau passage aussi vers l'an qui suit, l'an 2025. Une année, je ne sais pas, enfin, sur le plan mondial, c'est un peu la catastrophe. Alors, on va espérer de trouver en nous les ressources pour faire que sur le plan personnel, eh bien, on avance petit à petit, un jour à la fois, une heure à la fois. Le moment présent, que ce soit en 2024 ou en 2025. Joyeux Noël et très belle fête de fin d'année. C'était Clotilde Sey qui vous dit à l'année prochaine et qui remercie mon bel ami Mathieu Tessier.